Bonjour à tous, aujourd'hui on vous emmène dans le dédale de la pensée néolibérale. Cette semaine, nous réveillons les fantômes de Margaret Thatcher et de Milton Friedman pour examiner les différents visages du néolibéralisme, un courant de pensée traversé par de nombreuses divisions depuis son apparition dans les années 30 lors du colloque Lippmann jusqu'à aujourd'hui. Pour beaucoup, il représente ce que le capitalisme peut produire de pire et il se trouve bien peu d'intellectuels pour le défendre tant il demeure associé aux politiques antisociales des années 80. Le néolibéralisme, voilà l'ennemi, proclament les gambettas du XXIe siècle qui voient en lui la source de tous nos maux. Il est 14h sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Nous allons parler aujourd'hui de l'individu néolibéral en compagnie de Pierre Dardot, philosophe, auteur avec Christian Laval de Ce cauchemar qui n'en finit pas, comment le néolibéralisme défait la démocratie, publié à La Découverte, en compagnie également de Barbara Stiegler, en duplex de Bordeaux, professeure de philosophie politique à l'université Bordeaux-Montaigne et autrice de 7 essais « Il faut s'adapter » sur un nouvel impératif politique paru l'an dernier chez Gallimard. À 14h50, on retrouvera le journal de l'Écho, présenté comme chaque jour par Xavier Martinet. Bonjour Barbara Stiegler et Pierre Dardot. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et si les racines du néolibéralisme se trouvaient dans la Bible, dans la parabole des talents, un maître confie des talents, c'est-à-dire des pièces d'or, à ses serviteurs, 5 au premier, 2 au second et au troisième un seul. Quand le maître revient, le premier serviteur a fait fructifier ses talents. Il en a désormais 10. Idem pour le deuxième qui en a gagné 2 autres. Mais le troisième, lui, a enterré son unique talent. Écoutons la réaction de son maître. Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Des pleurs et des grincements de dents. Barbara Stiegler, que vous inspire cette parabole dont s'inspirait, selon ses propres dires, Margaret Thatcher ? Je trouve que c'est vraiment un choix magnifique de commencer l'émission comme cela. Ça pose des questions vertigineuses. Ça pose comme question vertigineuse la question de l'articulation entre le néolibéralisme et le capitalisme. Et puis surtout, ça pose la question des origines du capitalisme lui-même. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut remonter à Florence, est-ce qu'il faut remonter à bien en amont. Enfin voilà, ce sont des questions vertigineuses sur lesquelles moi je suis pas en état de parler. Je voudrais juste vous dire que je suis pas très bien. J'ai failli refuser votre invitation. Alors que j'étais évidemment ravie que vous m'invitiez, mais je suis pas très bien en ce moment parce que il m'est arrivé une grosse mésaventure lundi matin à la matinale de France Culture. Et donc je vais tenter de faire l'émission, mais je dois dire que je suis sous le choc, quoi. Voilà, je sais pas où on en est, mais en gros, pour vous dire 2 mots, puis on va pas passer l'émission là-dessus, mais en gros, j'avais une émission prévue magnifique avec Guillaume Erner. Je devais présenter mon ouvrage, Il faut s'adapter, en lien avec la mobilisation actuelle. Vous voyez, j'ai plus beaucoup de voix, je suis un peu sans voix. Et la chose s'est transformée, juste pour en dire 2 mots, je suis passée de 50 minutes à 7 minutes. On m'a pas demandé mon avis. Je n'ai pas été prévenue. Ce machin improvisé, on m'a pas demandé mon consentement. J'ai failli m'évanouir dans le studio. Et j'étais face, c'est beaucoup dire, puisque j'étais dans ma province. Je recevais les attaques perpétuelles de Pascal Perrineau, grand défenseur du pouvoir actuel. Alors effectivement, c'est une mésaventure. Monsieur Velpeau. C'est une mésaventure, voilà, c'était Barbara Stiegler. C'est j'imagine un malentendu qui sera, j'espère, éclairé très rapidement. En tout cas, nous, on est vraiment ravis de vous recevoir dans cette émission et de parler sur le temps long, justement, de votre essai, entre autres. Effectivement, il faut s'adapter et de parler de cet individu néolibéral, parce que c'est vraiment le sujet qu'on a
envie de traiter aujourd'hui. Et d'ailleurs, je voudrais faire réagir tout de même Pierre Dardot sur cette parabole qu'on a entendue. Pierre Dardot, est-ce qu'il faut y voir une apologie de la responsabilité individuelle et de l'esprit d'entreprise ? Alors c'est peut-être un peu anachronique de dire ça à propos de la parabole des talents, et puis il y a eu, concernant cette parabole, une multiplicité de lectures et d'interprétations. On ne peut pas les énumérer ici, mais en particulier il y a une lecture qui a été faite par Kant, qui n'a évidemment pas grand-chose à voir avec ce que vous avez suggéré en présentant la parabole. Donc je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Ne pas, justement, c'est un travers dans lequel ont tendance à sombrer un certain nombre d'avocats du néolibéralisme, ne pas présenter le néolibéralisme comme s'il était inscrit dans une nature qui serait éternellement donnée en même temps que l'homme, et de telle manière que finalement les variations historiques ne compteraient pour pas grand-chose, ou finalement pour rien. Il y aurait une nature immuable, et puis il y aurait des comportements qui seraient dictés à l'homme par cette nature, et les comportements qui sont des comportements intéressés, susceptibles soi-disant de faire profiter les autres du travail qu'on a accompli serait systématiquement avantagé. Alors, il y a plusieurs lectures comme ça. Il y a des lectures moralisantes, mais il y a des lectures qui peuvent être, je pense à ce que dit Barbara Stiegler dans son livre, néo-darwinienne. Donc il y a des lectures très très différentes. Venons-y à cette lecture néo-darwinienne. Dans votre livre, Barbara Stiegler, vous retracez une controverse qui a opposé deux penseurs, Walter Lippmann, dont on a parlé la semaine dernière avec Serge Audier, et le philosophe John Dewey. En quoi consiste cette controverse? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, en deux mots, Walter Lippmann, bon, ça commence à être connu depuis le cours de Foucault, a joué un rôle fondamental dans l'émergence du nouveau libéralisme qu'on s'est mis à appeler le néolibéralisme. Hein, c'est un théoricien américain. Et Walter Lippmann, ce qu'on ne savait pas, c'est ce que j'ai découvert dans l'ouvrage, ce que j'ai mis au jour dans l'ouvrage, Walter Lippmann, en réalité, pense depuis un fond évolutionniste. Donc l'idée fondamentale pour aller vite, c'est que il faut repenser la politique à partir du fait que nous sommes une espèce vivante, l'espèce humaine, et que il y a un problème fondamental qui est que cette espèce que nous formons est inadaptée au nouvel environnement qu'elle a elle-même créé, qui est celui de la compétition mondiale. Donc ça, c'est du côté de Lippmann, et ça donne une clé impressionnante pour comprendre ce qu'est le néolibéralisme, à mon avis. Il veut penser l'homme sur le modèle de la théorie de l'évolution de Darwin. C'est ça. Sur le modèle, c'est pas exactement ça. C'est plutôt à l'intérieur, une fois qu'on s'est mis dans la révolution darwinienne et qu'on se tient dans le sillage de cette révolution darwinienne, qu'on se plonge là-dedans, c'est-à-dire on n'est plus dans ni un cosmos ni un monde qui serait structuré par Dieu, mais on se plonge dans l'idée que nous sommes une espèce qui a une origine biologique, etc. Pour lui, il faut donc être conséquent, il faut prendre ça au sérieux. Et à partir de là, il essaie de relayer, mais sur un mode très très différent, il le sait, de ce que dit Darwin, puisque Darwin, dans l'origine des espèces, ne parle pas de l'homme, il parle des espèces, il parle essentiellement des végétaux et des animaux. Donc c'est un peu complexe, c'est très fin. Le rapport de Lippmann à Darwin est très fin, même si sur le fond, il le trahit entièrement. Mais dans le détail, il est difficile d'attraper Lippmann, parce que c'est quelqu'un de très intelligent. Et puis face à Lippmann, c'est ce que raconte mon livre, il y a John Dewey qui est dans la même situation que Lippmann, c'est-à-dire qu'il est lui aussi darwinien, il considère qu'il faut tout repenser à partir du choc de la révolution darwinienne, et ce que Dewey va faire est tout à fait extraordinaire, c'est ce que je décris dans le livre. Il va méthodiquement, pendant 25 ans, déconstruire systématiquement toutes les propositions de Lippmann, tant sur le nouveau libéralisme, en lui en opposant un tout autre, parfaitement adverse, que sur la démocratie, et même sur le darwinisme lui-même. Et alors c'est intéressant de voir que Lippmann a des propositions concrètes, notamment en termes de gouvernement. Pierre Dardot, pour lui, ce qui est nécessaire, c'est un gouvernement des experts. Alors le gouvernement des experts, c'est en effet une proposition qui est assez ancienne. Barbara Stiegler a justement montré dans son livre que ça datait d'avant la période du colloque Walter Lippmann, proprement dit. Donc déjà au début des années 20, en tout cas au milieu des années 20, on a en effet une insistance sur la nécessité de mettre les experts au poste de commande, parce qu'il y a une défiance extrêmement nette à l'égard de l'opinion publique. L'opinion publique est versatile, l'opinion publique est incapable justement de faire entendre des voix qui méritent d'être prises en compte globalement. Elle est
et tout sauf sage, et par conséquent, c'est l'expertise qui doit avoir le dessus. Ça, c'est très important. C'est très important parce que c'est quelque chose qu'on va retrouver au moment du colloque Walter Lippmann, précisément. Cette défiance à l'égard des masses versatiles, à l'égard de l'opinion publique qui est changeante, et par conséquent, cette nécessité de confier le gouvernement à des experts qui, eux, sont avertis, ont un regard lucide, un regard global sur l'évolution de la société et qui savent exactement quelles mesures prendre pour adapter ou réadapter les individus à ces changements. Et cette pensée de Lippmann a donc été interrogée par Michel Foucault. Je vous propose d'écouter un extrait de son cours au Collège de France du 14 février 1979. La société régulée sur le marché, à laquelle pensent les néolibéraux, c'est une société dans laquelle ce qui doit constituer le principe régulateur, ce n'est pas tellement l'échange des marchandises que le mécanisme de la concurrence. Ce sont ces mécanismes-là qui doivent avoir le plus de surface et d'épaisseur possible, qui doivent occuper le plus grand volume possible dans la société, c'est-à-dire que ce qu'on cherche à obtenir, ce n'est pas une société soumise à l'effet marchandise, c'est une société soumise à la dynamique concurrentielle. Non pas une société de supermarché, une société d'entreprise. L'homo economicus qu'on veut reconstituer, ce n'est pas l'homme de l'échange, ce n'est pas l'homme consommateur, c'est l'homme de l'entreprise et de la production. Voilà, toutes les notions clés de la pensée de Michel Foucault sont rassemblées dans cet extrait. Barbara Stiegler, on peut caractériser le néolibéralisme par la mise en concurrence. Oui, bien sûr, mais il faut préciser ce que ça veut dire pour comprendre le geste extraordinaire que Foucault est en train d'accomplir là, au moment où il parle devant, j'imagine, les auditeurs du Collège de France. Je crois que c'est ça le contexte. Donc, effectivement, ce qui se passe là, c'est que Foucault est en train d'expliquer que le néolibéralisme n'est pas seulement une affaire d'économie, n'est pas seulement une affaire d'argent, n'est pas seulement une affaire de, comme il dit, de supermarché, etc. Et ça veut pas dire qu'il méprise ces questions-là, évidemment, mais il veut dire que c'est aussi autre chose. Par exemple, quand on a bien compris ce que Foucault dit, eh bien, par exemple, l'école, l'université peut devenir le lieu du néolibéralisme, va même d'ailleurs, pour d'autres raisons, on pourrait le montrer, devenir le lieu fondamental. Alors pourquoi ? Parce que on va par exemple transformer l'élève en un entrepreneur de lui-même, l'étudiant, prenons l'étudiant, l'étudiant en un entrepreneur de lui-même qui accumule des crédits CTS pour ses évaluations, qui se met en compétition avec les autres, et puis toutes les instances, toutes les composantes du monde universitaire vont devenir finalement des composantes en concurrence, compétition les unes avec les autres. Et c'est d'ailleurs emblématique. Barbara Stiegler, pardon de vous interrompre, c'est emblématique d'ailleurs le fait que on parle de capital humain en l'occurrence et d'investissement dans le capital humain. Bien sûr, et c'est la raison pour laquelle, dans le cours, Michel Foucault donne autant d'importance à un auteur comme Gary Becker et à ces choses-là par la suite. Mais vraiment, il a raison. C'est l'entreprise de soi, c'est l'idée que l'individu doit capitaliser donc du capital formation, du capital santé. On le voit avec le nouveau patient tel qu'il est théorisé par les institutions sanitaires, et on le voit aussi avec la réforme des retraites, capitaliser des points. C'est important de souligner effectivement l'importance de Gary Becker là-dedans, Pierre Dardot, puisque il montre à quel point tous les épisodes de la vie peuvent être analysés sur le plan économique. Oui, tout à fait. Ce qui est important dans la lecture de Foucault, c'est qu'il met en évidence justement le caractère décisif de cette notion de capital humain, en mettant en évidence en même temps que dans ce capital humain, il y a des éléments innés, il y a des éléments qui viennent de la formation et de l'éducation. Il tient compte de cela, bien évidemment, mais il met en évidence qu'il y a une relation de l'individu à lui-même, justement, puisqu'on doit parler de l'individu. Il est question d'une relation de l'individu à lui-même, c'est-à-dire que les compétences sont directement vues comme un capital, et d'autre part, il y a le revenu, c'est-à-dire le salaire que l'individu peut tirer de la façon dont ce capital se trouve valorisé ou fructifié. Et donc c'est ça que Michel Foucault met bien en évidence. Et c'est très intéressant parce que c'est effectivement une rupture, vous avez bien choisi le passage, c'est une rupture avec toute une théorie de l'aliénation marchande qui pense justement le rapport des individus à partir de la vente de la force de travail. Alors ce que Gary Becker fait, dit Foucault, c'est qu'il rompt avec ça, c'est que les néolibéraux, à la suite de Gary Becker et d'autres d'ailleurs, vont être amenés à prendre au sérieux l'activité du travailleur
et la façon dont le travailleur se rapporte à lui-même dans son activité. Ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'on disait il y a une force de travail, le travailleur ça n'est pas sa force de travail, la force de travail ça lui appartient, donc c'est quelque chose qu'il a, alors que là on a quelque chose de très différent puisque ce sont effectivement des compétences que l'individu a mais est aussi. C'est-à-dire que ce qui est en cause c'est ce qu'il est du berceau, de la naissance jusqu'à la mort. C'est l'une des différences effectivement entre le néolibéralisme et la vision libérale plus classique. Et une autre de ces différences, c'est le fait que les intérêts des uns et des autres entrent en conflit. Si on se souvient de ce qu'écrit Adam Smith, il écrit « Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons de notre dîner, mais plutôt du soin qu'ils apportent à la recherche de leur propre intérêt. Nous ne nous en remettons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. » En quoi le néolibéralisme change cela, Barbara Stiegler ? Je comprends pas bien votre question. Est-ce que, justement, la différence entre le néolibéralisme et le libéralisme, ce n'est pas que les intérêts, désormais, sont en conflit, alors que peut-être que dans le libéralisme classique, les intérêts des uns et des autres convergeaient dans le même sens ? Je sais pas, il y a quand même du conflit, quand même, dans le libéralisme classique. Ça me paraît difficile de dire ça. C'est en tout cas la vision d'Adam Smith, la vision qu'il développe et peut-être qu'il veut faire croire. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Dardot ? Il y a surtout une insistance de la part d'Adam Smith sur la complémentarité des activités et des travaux dans le cadre de la division du travail. Voilà, c'est beaucoup plus ça qui importe Adam Smith. Et aux libéraux du libéralisme classique, si l'on peut dire, c'est pas tant la concurrence. La concurrence, ça viendra après. Je veux dire, ça sera vraiment valorisé et pris en compte après. Mais à l'époque du libéralisme classique, c'est moins la concurrence que la façon dont les activités de travail à l'intérieur du marché, du fait de l'organisation par la division du travail, ces activités donc sont ordonnées les unes par rapport aux autres sans qu'il y ait besoin d'un plan, sans qu'il y ait besoin d'un dessein conscient. Vous l'avez dit, Barbara Stiegler, dans le néolibéralisme, les sujets deviennent entrepreneurs d'eux-mêmes. C'est une expression qui est très importante et qui passe aussi par le fait que la pensée managériale investit le monde de l'école et de l'hôpital, par exemple, que vous citiez tout à l'heure. Ah oui, ça c'est fondamental, absolument. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Il faut comprendre que le néolibéralisme, par exemple, quand vous prenez le grand mouvement de grève de 1995 et le discours de Pierre Bourdieu qui a structuré cette période, on n'avait pas du tout la même analyse du néolibéralisme à cette époque-là. Le néolibéralisme, c'était la clé, c'était essentiellement, et c'était une clé parfaitement légitime, c'était le capitalisme financier et l'impact sur nos vies. Et ça c'est tout à fait juste et c'est encore parfaitement d'actualité. On peut par exemple penser au rôle réel ou supposé de BlackRock dans la réforme des retraites. Très bien. Mais ce que vous dites, c'est que ça va beaucoup plus loin. Ce que je dis, c'est que ça va beaucoup plus loin et je rebondis sur la formule tout à fait saisissante, j'ai un peu souvent la même, qu'a employé Pierre Dardot. Là, il s'agit de s'occuper de nous du berceau jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'il s'agit de transformer, comme l'a parfaitement bien dit Pierre Dardot, non pas la manière dont se structure ce que nous avons, la propriété, etc. Mais il s'agit de transformer par la politique, par l'action et le leadership, il s'agit de transformer ce que nous sommes. Et ceci jusqu'à la fin et bien sûr, surtout dès le début. C'est-à-dire qu'il va falloir déployer une politique qui forme ces sujets néolibéraux, entrepreneurs d'eux-mêmes, le plus tôt possible. Donc évidemment au collège, on connaît, pour les enseignants qui nous écoutent, toutes les réformes qui touchent le monde du lycée et du collège, mais aussi, pourquoi pas, et c'est ce qui se passe d'ailleurs sous nos yeux en ce moment, investir la question de l'école primaire, voire la maternelle, pour donner les bonnes dispositions. Et par quoi est-ce que cela passe concrètement, Barbara Stiegler, quand vous dites effectivement que cet esprit gestionnaire s'insinue dans nos représentations et dans nos imaginaires? Comment est-ce que cela se passe concrètement, que l'on comprenne bien? Eh bien, pour ce qui est de l'école, par exemple, l'élève est en train de changer de nature. Alors, pas en réalité, mais dans cette conception de la gouvernementalité, pour parler comme Foucault, dans ce mode de gouvernementalité, l'élève est en train de changer de nature. C'est-à-dire que, au lieu d'être un sujet, par exemple, en France, de la République, qu'il s'agirait, par exemple, d'émanciper, il devient un individu qu'il faut armer en lui donnant les bonnes compétences pour s'adapter à
une vie future dans laquelle il sera évidemment en compétition dans un contexte mondial et instable et incertain. Il va falloir lui donner les compétences pour cela. Il va falloir aussi lui apprendre à capitaliser correctement ses compétences, lui et sa famille. Voilà. Donc toutes ces réformes visent à cela. Et puis maintenant, ça va très loin puisqu'il va falloir aussi regarder ce qu'on pourrait pas faire du côté de l'école primaire. Maintenant, si on prend l'exemple je veux pas monopoliser la parole, mais si on prend l'exemple de la santé, on a la même chose, c'est-à-dire que le patient est complètement différent aujourd'hui dans les textes. Il est beaucoup moins cet être vulnérable qu'il faudrait entourer par une institution protectrice, etc. Il est beaucoup plus un individu qu'il faut responsabiliser et auquel il faut donner des compétences pour qu'il optimise en fait le système sanitaire. Et qu'il soit acteur de sa propre santé. Mais alors on peut se demander, Pierre Dadeau, quels sont les canaux de diffusion de cette pensée néolibérale qui aurait justement un impact sur nos représentations, nos imaginaires? Alors les canaux de diffusion de la pensée ou les canaux de diffusion des représentations? Ah bah les deux. Parce que les canaux de diffusion de la pensée, bon ça c'est une chose assez complexe. Les représentations, elles sont diffusées de manière plus ou moins active par toute une série d'institutions. Mais je crois que ce qui est important en effet, comme l'a dit Barbara Stickler, c'est de considérer que l'individu n'est pas quelqu'un ici qui est donné. Je veux dire par là qu'on a eu tendance, quand on réfléchit à l'individu, on fait souvent référence à l'étymologie, à l'individuum, au fait qu'il s'agit de quelqu'un qui justement n'est pas divisé avec lui-même. Mais il y a une formule de Foucault qui m'a toujours particulièrement frappé. C'est une formule qui, je crois, a été publiée dans le livre de Rabinoff et Dreyfus, où il y a une série d'entretiens avec Foucault. C'est la formule du gouvernement par l'individualisation. On gouverne pas l'individu en tant que quelque chose qui serait donné. Alors certes, il est une cible, bien sûr, il est une cible, mais en même temps, il est quelque chose que l'on doit transformer. On doit transformer activement le rapport qu'il entretient avec lui-même. Et par exemple, sur le plan de la santé, ça doit se manifester. On parle très souvent de capital santé, bien sûr, et on parle aussi de capital neuronal. Il y a dans le discours qui est celui d'une certaine médecine, avec le modèle épistémologique qui est celui des neurosciences, une insistance sur le fait que les neurones sont un capital qu'il faut préserver. Il y a une manière aussi d'inviter, d'exhorter même parfois l'individu à travailler sur lui-même, parce que finalement, il y a certes des choses qui sont innées, mais il y a des choses qu'il peut modifier par sa propre activité. Il faut l'encourager dans ce sens-là. Et cette transformation de l'individu passe en grande partie par le management. Chacun doit avoir la conscience aiguë qu'un groupe est toujours plus fort que la somme des éléments qui le composent. Quels sont ceux qui connaissent le nom de cette personne et sa fonction aux grandes galeries? Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bien. Quels sont ceux qui ne connaissent pas mademoiselle? Vous voyez, cette forêt de bras témoigne du problème unique de notre entreprise. Le manque de communication entre les membres du personnel. Mais il y en a de bonnes, si ça se trouve, elle est engagée depuis 2 jours. Vous voyez, par cette simple présentation, Véronique n'est plus anonyme aux grandes galeries. Nous allons nous connaître, nous allons faire ce bloc qui sera gagnant. Je ne vous cache pas que notre entreprise traverse une situation difficile. Alors, un pour tous. Tous pour y. Tous pour un. Et puis vient le capitalisme néolibéral, et lui, il ajoute une 3e couche à cet édifice. C'est la rhétorique de l'accomplissement de soi par le travail. Le capitalisme néolibéral propose aux salariés l'autonomie, la réalisation de soi, l'accomplissement, tout ce discours managérial, etc. Et tout ça recouvre le noyau dur et semble le faire oublier. Donc c'est pour ça que si tu prends un salarié à peu près au hasard et que tu lui lâches le salariat est un rapport social de chantage, probablement sa première réaction sera d'être outré. Mais non, moi je suis bien dans mon travail, je m'accomplis, machin, etc. À ceci près que lorsque la situation se tend, c'est la base fondamentale du rapport salarial qui revient et on te montre la porte. Et là, tu fais l'expérience de ce qu'est vraiment le salariat. On a entendu d'abord Fabrice Lucchini en manager zélé dans le film Rien du tout de Cédric Klapisch et ensuite le philosophe Frédéric Lordon. Une réaction, Pierre Dadeau, à cet extrait du film et à ces propos de Frédéric Lordon?
L'extrait du film, ça frise le comique quand même, compte tenu de la voix qui est celle de Lucchini, mais ça dit quand même des choses qui sont assez importantes, parce que la notion de management est devenue maintenant une notion assez fourre-tout. Les origines, c'est quand même des origines assez lointaines. Enfin, je veux dire par là que, par exemple, le terme dans la langue anglaise n'a véritablement commencé à s'imposer qu'à la fin du 19e et au début du 20e, avec le taylorisme. Donc, c'est un terme qui a un peu perdu de sa signification, et on l'utilise à toutes les sauces, et le verbe to manage, par exemple, est un verbe un peu... il signifie tout et n'importe quoi dans la langue anglaise elle-même. Donc il faut quand même se rappeler que dans cette notion de management, il y a une notion, de direction, au sens le plus effectif du terme. C'est pas uniquement on laisse les individus faire. Non, on commence par leur imposer un cadre et puis on leur dit effectivement à l'intérieur de ce cadre, mais vous n'avez pas la possibilité de le remettre en cause, mais à l'intérieur de ce cadre, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez utiliser tous les moyens que vous voulez, mais attention, c'est toujours à l'intérieur du cadre. Donc il y a une illusion de pouvoir. Il y a une illusion de pouvoir qui s'accompagne d'un discours, en effet, d'une rhétorique assez bien huilée qui consiste à en appeler à la responsabilité des individus comme si ceux-ci étaient aptes, capables de se créer eux-mêmes à chaque instant, ou de se recréer, le cas échéant, eux-mêmes à chaque instant. Donc ça. Avec cette idée d'une réalisation de soi qui est très intéressante ici, Barbara Stiegler, et c'est peut-être aussi en lien avec cette volonté de se réaliser au travail que ce que l'on observe aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, c'est que la souffrance au travail a changé de visage. Oui, là je voudrais porter la voix de managers que je connais très bien, qui sont les managers en santé. Qu'est-ce qu'on appelle les managers en santé? Je pense que la plupart de vos auditeurs ne voient pas très bien de quoi il s'agit. Eh bien, ce sont les gens qui ont en fait, on les appelait tout à fait autrement avant, ce sont les cadres de santé, c'est-à-dire par exemple les infirmières responsables de service, qui ont pu s'appeler à une époque les surveillantes, et qui aujourd'hui s'appellent des managers de santé. Ces professionnels, qui sont pour la plupart des femmes, sont aujourd'hui vraiment en danger sur le plan, pas toutes heureusement, mais beaucoup d'entre elles sont aujourd'hui en danger sur le plan du psychique, quoi, et pourquoi pas même, elles sont en danger parce que elles se sont engagées très souvent pour protéger les patients. Et puis quand elle gère un service à l'hôpital pour protéger aussi les infirmiers et infirmières, et elle se retrouve, du fait de ce management néolibéral, elle se retrouve obligée en fait à trier les patients, tout le monde est en compétition avec tout le monde, à organiser cette compétition des souffrances, et c'est pourvoyeur d'une souffrance immense. Donc c'est une des clés de compréhension du caractère explosif de ce qui se passe aujourd'hui à l'hôpital. Et alors c'est intéressant ce que vous dites effectivement, Barbara Stiegler, parce qu'on peut se demander si cet individu néolibéral est vraiment impacté par tous ces discours ambiants, ou si cette montée de l'individualisme dans notre société ne correspond pas aussi à un désir humain. Est-ce qu'il faut tout mettre sur le dos, entre guillemets, du néolibéralisme, Pierre Dardot ? Mettre tout sur le dos du néolibéralisme, je ne sais pas si c'est une attitude intelligente, je ne crois pas, mais je pense en plus qu'elle ne signifie pas grand-chose. Je ne vois pas trop ce que cela veut dire. En revanche, il est certain qu'on a affaire à un système qui tend à réorganiser les relations sociales à partir d'impératifs qui sont portés par des individus plus ou moins zélés, plus ou moins complices, plus ou moins engagés dans la mise en œuvre de ces normes. Mais je crois qu'il faut avoir conscience du caractère justement systématique et ne pas se faire d'illusions. Donc c'est pas le grand méchant loup, c'est pas un ennemi au sens d'une personne avec laquelle il faudrait lutter, mais en revanche c'est un système qui a sa logique propre et il faut être averti du caractère systématique de cette logique pour ne pas se faire d'illusions. Mais on peut considérer que c'est un système qui isole, ou considérer, Barbara Stiegler, que c'est un système qui autonomise. Le système néolibéral, alors justement oui, qui isole ou qui autonomise, dites-vous. Effectivement, la force du discours néolibéral et des techniques de management sur lesquelles il s'appuie, c'est que précisément, en un premier temps, quand on n'est pas très averti, c'est une promesse d'autonomisation, absolument. Donc ça se présente comme la capacité, par exemple, pour
pour quelqu'un qui travaille dans le monde de la santé, d'avoir un rapport plus autonome à son travail. Qui n'a pas envie d'avoir un rapport plus autonome à son travail, plus créatif, hein, c'est merveilleux. De même pour les patients qui, réduits à l'état d'enfant pendant très longtemps, sont invités à devenir autonomes et à se prendre en main. Donc c'est difficile de résister à un tel appel. Quand on a les moyens et la force, on a tous envie de devenir autonome. Donc dans un premier temps, ça rassure et ça séduit, c'est ça que vous nous dites. Oui, je dirais même que ça, oui, c'est assez irrésistible. Enfin moi, on me parle d'autonomie, je ne peux pas résister à l'appel, hein, évidemment. Voilà. Donc on s'embarque tous là-dedans. Hein, c'est ce qu'ont fait les gens du monde de la santé, patients, soignants, etc. Et puis là, on en est aujourd'hui à une situation explosive où derrière cette promesse d'autonomie, on découvre qu'en réalité, c'est le modèle de l'entrepreneur de lui-même, de la compétition généralisée, qui est, comme je le disais dans ma prise de parole juste avant, pourvoyeur d'une souffrance extrême quand il s'agit du monde du soin, où tout le monde est vulnérable. Tout le monde est vulnérable dans le monde du soin, je tiens à le rappeler. Non seulement le patient, ça va sans dire, mais aussi les soignants. Tout soignant est vulnérable. Pourquoi ? Parce que non seulement c'est un être vivant, mais il est plus vulnérable que les autres parce qu'il est exposé en permanence à la souffrance humaine. Donc, là, on fait quelque chose. Là, le néolibéralisme fait quelque chose d'extrêmement dangereux en envahissant, comme il l'a fait dans la dernière décennie en France, en envahissant de manière aussi rapide ce monde très fragile du soin, il s'expose à de gros problèmes. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui où, moi, partout où je vais, quand je parle de néolibéralisme dans le monde de la santé, les soignants viennent me voir en me disant « Merci, nous savons maintenant ce qui nous arrive, où est-ce qu'il faut aller pour se sortir de ça, expliquez-nous comment faire pour se sortir de cette chose qui détruit notre travail. » Mais alors pour bien comprendre, Barbara Stiegler, il va nous falloir redéfinir ensemble ce qu'on entend par néolibéralisme, parce qu'il est vrai que ce terme est souvent utilisé comme un repoussoir, est souvent utilisé par ceux qui le dénoncent. On en parle dans un instant. Alors, vous avez 2 pence. Est-ce que vous me permettez de les voir ? Non, c'est pour acheter des graines aux pigeons. Niaiserie, petit. Vous leur donnez à manger et qu'obtenez-vous ? Des pigeons gras. Mais si vous avez vos 2 pence bien placés en banque, sains et saufs, ils deviendront très vite investis dans une banque. Ce sera la fortune. Et vous reculerez ainsi vos frontières et votre influence sera grande. Grâce aux soins de vrais directeurs, n'est-ce pas, dont le travail est propre à prévenir vos demandes. Permettez. Allez-y, Banks. Tu vois, Michael, tu pourras être actionnaire de ces trains transafricains. Oui, c'est exact. Barrage sur le Nil. De ces bateaux de tout calibre. Vrais lévriers des eaux. Plus, dites-leur plus. Ou encore de ces majestueux canaux. Oui, laissez faire votre imagination. Plantation de riz puis de tessivaux. 2 pence ont été bien placés, ont été investis là-dedans. En amont confié à la dose, Tom's, Mosley Gloves, fidélité fiduciaire banque. C'était un extrait de Mary Poppins où les 2 enfants assistent médusés à la petite leçon de capitalisme en chanson que leur prodigue l'employeur de leur père. Vous êtes bien sûr France Culture dans Entendez-vous l'écho. Barbara Stiegler et Pierre Dardot sont toujours avec nous pour parler de la fabrique de l'individu néolibéral. Alors le néolibéralisme nous a-t-il fait entrer dans une société de contrôle ? La réponse se trouve peut-être dans Black Mirror, la série dystopique de Charlie Brooker sur Netflix. Dans l'un des épisodes, chaque individu se voit attribuer une note sociale en fonction de toute une série de critères, et c'est cette note qui permet ensuite d'acheter un appartement ou de monter dans un avion extrême. Rien n'est perdu. Vous faites partie de ceux qui osent. Vous arrivez à voir ça uniquement
En me voyant? Non, d'après votre bilan de popularité. Si on regarde en détail la courbe de vos chiffres, vous jouissez d'une belle notoriété, avec une évolution forte. Voyons vos dernières 24 heures. Vous voyez, même si... Dites donc, 8h40. Bravo, vous travaillez dur sur vos relations. Très joli pic de note maximale. Oui. 1 ou 2 flops aussi. Vous avez eu un petit accrochage avec quelqu'un? Oh, rien qu'un couac au boulot. Rien de grave. D'accord. On va vérifier votre sphère d'influence, si vous le voulez bien. Très beau cercle extrinsèque. Des inconnus vous suivent, c'est un plus. Votre cercle privé est plutôt sain. C'est une bonne chose. Merci beaucoup. On est loin du compte. Mais 4.5 est tout à fait envisageable. Et d'après vous, ce serait long? Pour atteindre cette note? Oh, mis à part un renversement de situation provoqué par une éventuelle humiliation publique, je dirais 18 mois environ. Voilà un système de notation imaginé par la fiction, mais qui est devenu une réalité en Chine avec le dispositif de crédit social initié par Xi Jinping. Que vous inspire cet extrait, Barbara Stiegler? C'est tout à fait fascinant. Je vais vous dire, je vais vous faire une confidence. Quand je cherche un restaurant et que je suis complètement perdue, je regarde, vous savez, ces choses-là, je sais pas comment ça s'appelle, avec les GAFA, là, comment s'appelle ce site-là pour trouver un restaurant qui a l'air très bon avec les étoiles. La Fourchette, vous voyez tout le monde. TripAdvisor? Oui, non, TripAdvisor, voilà, TripAdvisor. Je regarde et j'ai toujours très mauvaise conscience parce que je sais que c'est le fait que je regarde. Par contre, je me suis interdit de mettre des étoiles parce que je sais que si je mets des étoiles, je rentre là-dedans. Alors, je ne suis pas, je ne veux pas me présenter comme une sainte résistante au néolibéralisme, puisque je sais que j'en suis imbibée, puisque je regarde TripAdvisor, ce qui est déjà une manière de participer à la chose. Mais ça traduit en tout cas cette société de contrôle dans laquelle nous aurait fait entrer le néolibéralisme, selon vous? De contrôle, je ne sais pas si c'est le mot. Je dirais surtout que tout le monde est en compétition avec tout le monde en permanence, et tout le monde cherche en permanence à faire mieux que ce qu'il a fait hier. C'est-à-dire, on passe notre temps à optimiser même notre dernier week-end. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose qui n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'on appelait jusqu'à présent le néolibéralisme, qui était essentiellement défini à partir d'un certain rapport au capitalisme financier. Là, ça va beaucoup plus loin. C'est vraiment, je reprends l'expression de tout à l'heure, du berceau jusqu'à la mort et dans tout les moments de la vie, y compris les vacances, y compris le soir quand on ne sait pas quoi faire. L'idée, c'est ça. Pierre Dardot. Oui, c'est effectivement quelque chose qui est particulièrement angoissant, dans la mesure où c'est une réalité qui devient de plus en plus intrusive, de plus en plus massive. Mais la formule de société de contrôle que l'on doit en particulier à Deleuze, il n'est pas le seul à l'avoir utilisé, mais c'est vrai que c'est un des grands introducteurs de cette notion, c'est une formule qui me paraît un petit peu biaisée, dans la mesure où il y a un contrôle, certes extérieur, nous n'en sommes pas encore arrivés au point où la Chine en est arrivée, mais il n'en reste pas moins qu'il y a surtout un autocontrôle et qu'il y a une pression qui s'exerce dans le sens précisément d'un autocontrôle. Et l'autocontrôle fait que justement l'individu va regarder sur des applications ce qui peut lui permettre de maximiser ses performances dans une situation donnée. Et effectivement, il va peut-être rentrer dans le jeu dans lequel Barbara Stiegler à juste titre ne veut pas rentrer, qui consiste à noter, à dire ben voilà, moi j'apprécie effectivement le service qui m'a été rendu. Généralement d'ailleurs, il suffit de regarder ce qui est proposé sur les différentes, comment dirais-je, applications, c'est présenté comme étant une manière de rendre service à la communauté. Mais quelle communauté? C'est la communauté des consommateurs et des acheteurs. Et il y a une façon de tourner justement, comment dirais-je, de détourner presque ce qui apparaît comme étant un acte visant finalement à rendre service aux autres, de le détourner parce que c'est du capital aussi. C'est du capital qui se trouve produit par le détournement des avis qui sont donnés par les internautes notamment. Et ça, c'est maintenant à une échelle de masse. Ce qui vous inquiète, c'est finalement que l'individu soit défini en fonction de ses compétences et soit ensuite enfermé dans cette définition par une notation qui est effectivement une façon très, très enfermante, très, très stricte de représenter un individu. Oui, mais encore s'agit-il de s'entendre sur le terme de compétence, parce que la compétence dont il s'agit dans les exemples que vous avez donnés et dans les exemples que j'ai donnés, c'est une compétence tout à fait particulière. Compétence sociale, de popularité sur les réseaux sociaux, dans le cas de Black Mirror. On a entendu, le bilan de notoriété, la sphère d'influence. Bon, certes, ça relève d'une certaine compétence, mais je crois que la notion de
compétence, fort heureusement d'ailleurs, ne peut pas se réduire à cela. Vous dites que le néolibéralisme s'infiltre partout, du berceau jusqu'à la mort, Barbara Stiegler, mais ce que l'on constate, c'est que ce terme n'est utilisé principalement que par ceux qui le dénoncent. Comment expliquez-vous que peu d'intellectuels ou d'hommes politiques se revendiquent du néolibéralisme ? C'est un terme qui est connoté négativement en France depuis fort longtemps. C'est un comment dire, un chiffon rouge qui permet toujours aux forces de gauche de se réunir, donc c'est plutôt à éviter. Mais ce que j'observe là, c'est que dans les derniers temps, le terme de néolibéralisme devient un terme en fait que tout le monde utilise, y compris sur des plateaux télévision, pour hommes d'affaires. Enfin, moi, je suis absolument ravie qu'on soit un peu plus lucide là sur ce qu'est le néolibéralisme. Non, mais c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Est-ce que c'est pas un terme qui est en train de devenir complètement fourre-tout ? Eh bien, écoutez, je trouve qu'au contraire, le travail des intellectuels sur le néolibéralisme, votre série d'émissions témoigne qu'il y a un vrai travail intellectuel collectif, commence à percer. Moi, je trouve, j'ai entendu toutes sortes de choses très étonnantes de gens qui parlaient du néolibéralisme avec beaucoup de rigueur dans des milieux qui jusque-là semblaient très loin de tout cela. Donc, le milieu des affaires, j'ai entendu sur des chaînes en continu adressées aux hommes d'affaires. Également, je l'entends à l'hôpital maintenant. Dans des tribunes, vous voyez, c'est en train de, on est en train de collectivement le travail est encore long, mais de mieux identifier ce à quoi on a affaire, et je trouve que on est en train de passer d'une vision un peu caricaturale à quelque chose de mieux identifié. C'est un terme qui se popularise, Pierre Dardot, et qui rassemble politiquement ? Oui, alors c'est vrai, il rassemble politiquement. Parfois, il y a des confusions et des méprises, me semble-t-il, mais il y a un changement qui est assez remarquable. C'est tout à fait juste ce que vient de dire Barbara Stiegler. Quand on regarde, par exemple, alors à l'époque du colloque de Walter Lippmann, il était question d'un nouveau libéralisme, puisque c'est l'expression qui avait été utilisée par Lippmann lui-même, par Rougier également, au moment du colloque. Et puis ensuite, c'est vrai que c'est revenu, mais sous une forme extrêmement critique et polémique dans les années 70, avec le tournant qui a été celui, justement, de Thatcher, de Reagan, etc. Et Hayek, par exemple, n'utilisait jamais le terme. Il disait, moi je suis un avocat de la renaissance du libéralisme. Je ne suis pas du tout un néolibéral, et le néolibéralisme est donc devenu un terme relativement infamant, dont tout le monde se gardait. Et il y a effectivement un changement, peut-être aussi parce que la perception a changé, parce que il y a eu l'erreur savante de Bourdieu, dont parlait Barbara Stiegler, qui était assez importante, qui était de confondre l'économie marginaliste, celle de Walras, et le néolibéralisme. Et puis il y a eu une vulgate, pourquoi ne pas le dire, il y a eu une vulgate de l'anti-néolibéralisme qui consistait à dire, alors vous trouvez ça par exemple dans l'introduction du livre de Naomi Klein sur la stratégie du choc, où il est question à ce moment-là uniquement de la politique économique dictée par la doctrine de Friedman. Et donc on dit le néolibéralisme, ben voilà, c'est comme un fondamentalisme religieux. Le néolibéralisme, c'est la suppression pure et simple de la sphère publique. Le néolibéralisme, c'est finalement, en reprenant Polanyi, la transformation en marchandise de la terre, de la monnaie, etc. Bon, tout cela, me semble-t-il, maintenant, fort heureusement, appartient au passé. Les gens commencent à avoir une perception un peu plus fine de ce qu'est la rationalité néolibérale. Mais c'est à cause de cette définition que vous jugez restreinte qu'en 2008, un certain nombre d'économistes ont pensé que la crise des subprimes et la crise financière qui s'en est suivie signait la fin du néolibéralisme ? Ah oui, ça c'est une évidence. Ça a été une erreur, une grande confusion intellectuelle, puisqu'il y a un certain nombre de gens, dont des économistes relativement célèbres, qui n'ont pas hésité à entonner ce refrain et à dire « vous allez voir ce que vous allez voir, c'est fini maintenant, c'est le retour de l'État interventionniste, etc. » Donc ça signifie que, dans leur esprit, finalement, le néolibéralisme, c'était l'absence totale de règles. Alors, si précisément on a écrit avec Christian ce livre sur la nouvelle raison du monde, c'est parce qu'on voulait s'en prendre à ce schéma qui faisait que les gens se disaient « il y a néolibéralisme lorsque c'est la jungle et lorsqu'il n'y a plus de règles ». Comme si, justement, le néolibéralisme ne portait pas, dès sa naissance, la nécessité de mettre en place des règles, un carcan, y compris un cadre juridique extrêmement strict, avec une judiciarisation comme conséquence. Et ça appartient dès l'origine au néolibéralisme. Donc, vous dites le néolibéralisme, c'est un État fort. Oui, c'est un État fort. Alors, c'est un État fort, c'est une formule qui a été utilisée. Il y a, comment dirais-je, toute une généalogie qu'il faudrait faire. Bon, il y a Carl Schmitt, le juriste de droit public, qui ensuite s'est rallié au nazisme en 1933, a écrit
un livre qui s'appelle L'égalité et légitimité en 1932, qui a beaucoup intéressé les néolibéraux, et à commencer par Walter Eucken et Franz Böhm, les deux premiers qui ont été vraiment les gens qui ont posé les jalons de ce qu'a été la doctrine néolibérale. Les pères de l'ordolibéralisme allemand. Ah, voilà, les pères de l'ordolibéralisme allemand, et eux reprenaient cette idée de l'État fort parce que finalement, dans le texte de Carl Schmitt, il était question d'un État qui devenait total, c'est-à-dire qui envahissait tous les domaines de la vie, précisément parce qu'il était faible. Et donc il y avait cette idée que seul un État fort, autoritaire même dans une certaine mesure, serait capable justement de combattre cette tendance à l'État total. Il y avait une opposition entre État fort, si vous voulez, et État total. Alors elle est parfaitement lisible, par exemple, dans une lettre que Röpke a écrite à un participant du colloque Walter Lippmann, qui s'appelle Marcel van Zeeland, et il dit, je lis juste ce passage-là, il est possible que dans mon opinion au sujet d'un État fort, je sois même plus fasciste que vous-même, je cite littéralement, parce que j'aimerais vraiment voir toutes les décisions de politique économique concentrées dans les mains d'un État vigoureux et pleinement indépendant, qui ne serait pas affaibli par des autorités pluralistes de nature corporatiste. Je cherche la force de l'État dans l'intensité et non dans l'étendue de sa politique économique. Comment la structure constitutionnelle juridique d'un tel État devrait être désignée en elle-même et pour elle-même, c'est une question à laquelle je n'ai pas de recette brevetée à offrir, mais je partage votre opinion que les vieilles formules de démocratie parlementaire ont démontré elles-mêmes leur inutilité. Les gens doivent s'habituer au fait qu'il y a aussi une démocratie présidentielle, autoritaire, oui, et même horribile dictum, dit Röpke, une démocratie dictatoriale. Voilà, un État fort pour justement entreprendre la dépolitisation de l'économie. C'est remarquable, tout est dit en 32. Barbara Stiegler, qu'est-ce que vous en pensez, cette confusion autour d'un État faible, comme si le néolibéralisme, c'était le retrait de l'État ? Oui, voilà, c'est vraiment quelque chose qui a été dès le cours de Foucault clairement posé. Le néolibéralisme, ça n'est certainement pas le retrait de l'État. C'est un État fort qui déploie des politiques de toutes sortes et au premier rang desquelles il y a, bien sûr, on en a parlé, l'éducation et la santé, puisqu'il s'agit de former cet agent du néolibéralisme. Il faut pour cela qu'il ait les bonnes compétences. Il faut même augmenter ses compétences, etc. Mais il y a aussi une mission sociale du néolibéralisme, c'est-à-dire qu'il faut organiser une compétition qui soit soutenable, et pour cela, cette compétition, il faut qu'elle soit juste, qu'elle soit régulée par des règles qui sont surveillées par des arbitres qui eux-mêmes sont fair-play. Bref, d'ailleurs, vous retrouvez toutes ces catégories-là dans la réforme actuelle des retraites. Là, c'est exactement ça. On veut une réforme juste. On retrouve tout ça dans les missions sociales de l'État. Donc c'est un État fort, et ça n'est absolument pas le retour à la loi de la jungle. Pour autant, c'est pas parce qu'il y a de l'État, il y a de l'action sociale, il y a par exemple une politique du chômage, une politique de la formation continue et une politique de la santé ou une politique de l'éducation, que c'est bien. Non, justement, quand on regarde cette politique de près, on se rend compte qu'elle produit des effets. Enfin, c'est en tout cas mon point de vue, et c'est pourquoi je suis vraiment entièrement engagée dans la mobilisation aujourd'hui contre toutes les réformes qui nous attaquent, qui attaquent nos métiers, qui attaquent nos vies aujourd'hui. Oui, il y a une politique de santé. Oui, il y a une politique d'éducation portée par ce gouvernement qui, effectivement, est l'une des déclinaisons possible de la longue histoire du néolibéralisme, mais c'est pas pour autant que c'est bien, et en l'occurrence là ça a des effets destructeurs, c'est pourquoi nous sommes si mobilisés. On arrive presque au terme de cette émission. Je voudrais vous faire entendre une dernière voix, celle de la journaliste et essayiste canadienne que vous citiez tout à l'heure, Pierre Dardot, Naomi Klein. I think that one of the problems we had after the 2008 financial crisis is that even though we were very good at rejecting. Un des problèmes qu'on a eu après la crise financière de 2008, c'est que même si on a réussi à dire non et à rejeter l'austérité et cette réponse injuste à la crise, on n'a pas pu imaginer d'issue certaine et crédible pour sortir de cette crise, de plans qui captiveraient les gens et qui vraiment pourrait résoudre les problèmes du chômage, de l'inégalité et de l'effondrement écologique. Je pense que l'opinion publique avait peur de dire non et de se retrouver avec quelque chose d'encore pire. Parce que c'est ce qu'on nous dit depuis 40 ans, qu'il n'y a pas d'alternative au néolibéralisme, à part l'apocalypse.
On ne peut pas avoir peur de cartographier le monde que nous voulons et d'essayer de le construire à l'échelle miniature. Et peut-être que dans les villes et les métropoles, avec l'émergence du municipalisme radical, de plus en plus de mouvements essayent de s'investir en politique à l'échelle locale. Et même si ce n'est pas suffisant, même si on a besoin de solutions à toutes les échelles, c'est important. Parce que je pense que quand les gens commencent à faire l'expérience d'autres façons de vivre près de chez eux, c'est le début du dépassement de cette crise de l'imagination, qui est la plus grande réussite du néolibéralisme, la colonisation de nos imaginaires. Pierre Dardot, la critique du néolibéralisme a longtemps été fragilisée par sa difficulté à formuler des propositions de systèmes alternatifs. Oui, parce que en général, les gens qui critiquaient le néolibéralisme, dans la phase dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les années 70, n'avaient comme seule préconisation que le retour en force de l'État. Donc ils se faisaient illusion d'une part sur la nature du système qu'ils avaient en face d'eux et dans lequel ils étaient contraints malgré tout d'entrer. Et puis d'autre part, ils n'avaient absolument rien à proposer d'autre que le retour aux 30 Glorieuses, ce qui existe encore, c'est un discours qu'on peut parfois entendre, ou bien par exemple en France aux acquis de la résistance. Bon, mais il faut regarder les choses comme elles sont. En effet, il y a une panne de l'imaginaire qui a été entretenue pendant des décennies par le néolibéralisme lui-même, et le néolibéralisme lui-même apparaissait au contraire comme étant une solution, comment dire, en tout cas quelque chose qui jouait sur l'imaginaire des gens. Voilà. Il faut parler à l'imaginaire, non seulement parler à l'imaginaire, mais il faut surtout mettre en œuvre l'imaginaire dans la façon dont on anticipe ou dont on préfigure l'avenir, dans les pratiques qu'on met en œuvre ici et maintenant. Voilà. C'est pour ça que c'est particulièrement difficile, à Barbara Stiegler, d'imaginer des alternatives au néolibéralisme, qu'on l'entende comme doctrine politique, comme idéologie économique ou comme système plus global. Écoutez, je trouve que le texte que vous avez choisi de Naomi Klein, que je connaissais pas, est vraiment extraordinaire. Moi, j'en suis exactement là. Je vais être très très concrète. Nous sommes à Bordeaux, à l'université de Bordeaux, dans les lycées de Bordeaux. Je vous parle vraiment dans la ville. Hein, je reprends les mots de Naomi Klein. L'échelle municipale. Nous sommes attaqués à l'hôpital de Bordeaux, au CHU. Nous sommes attaqués dans nos métiers. Ce que je crois il faut faire maintenant, c'est revenir au plan le plus local, à l'échelle miniature, et dire la mobilisation, c'est là qu'elle commence. Hein, c'est-à-dire que par exemple, là, on est en train à l'université Bordeaux-Montaigne d'entrer dans la mobilisation sociale. Lundi, les choses seront clairement visibles. Les uns se mettent en grève, d'autres se mettent en mobilisation. Enfin, peu importe le nom. Enfin, peu importe pas. D'ailleurs, c'est très important la question du nom. Mais il va y avoir de grandes discussions philosophiques et politiques et historiques sur les noms qu'on va donner à notre mouvement. Mais l'échelle nationale n'est plus la bonne, en tout cas. C'est-à-dire, si, elle est très importante, elle est fondamentale, de même que l'échelle mondiale. Mais là, aujourd'hui, quand on dit, nous voulons détruire le néolibéralisme ou le combattre, que faisons-nous ? Et si on répond, il faut avoir un plan au niveau mondial, on est immédiatement complètement découragé et complètement assommé. C'est ça qui se passe depuis des années. Donc, je dis juste, enfin, je suis pas la seule à le dire, Naomi Klein le dit dans le texte, si le plan mondial, le plan national nous semble hors de portée, commençons par ce qui se passe chez nous. Tout simplement pour retrouver des manières de vivre et des manières de travailler supportables chez nous. Et si nous arrivons à avoir cette intelligence collective dont parle John Dewey, dans la manière dont on va réorganiser l'université de Bordeaux, le CHU de Bordeaux, et si le combat il est là, et si nous réussissons des choses, eh bien ça aura des effets sur les autres villes, etc. Le mot de la fin. C'est une très bonne stratégie. Un grand merci à tous les deux, Pierre Dardot et Barbara Stiegler.